fait comme ça. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, je vais faire la deuxième partie, sachant que la semaine dernière, vous avez pu trouver sur le lien de la chaîne de l'espoir la première partie de cette présentation sur le Covid-19, qui était beaucoup plus sur les généralités, sur la pandémie mondiale et moins sur l'enfant. J'espère que vous avez pu, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le regarder avant aujourd'hui, car je ne reprends pas du tout ce qui s'est dit, en tout cas pas en détail, ce qui s'est dit la semaine dernière dans la précédente. Voilà, donc je vous présente donc en deuxième partie le Covid chez l'enfant, spécifiquement avec un plan particulier qui, je pense, sera très, très facile à suivre. Il y a énormément de choses et à la fois, on ne sait pas grand-chose sur le Covid et l'enfant. Donc, je profite pour remercier les personnes qui m'ont prêté une partie de cette présentation, que ce soit Infovac, également Catherine Amrin, Olivier Goulet et Julie Toubiana, qui devaient être avec nous, qui malheureusement a eu un empêchement. Et donc, elle m'a chargée de passer ces slides sur le Kawasaki-like de Necker. Donc, nous allons d'abord reprendre la physiopathologie au niveau des enfants en particulier, même si elle est semblable à celle des adultes, on verra les différences. La transmissibilité, la contagiosité par rapport aux enfants, et les manifestations cliniques, sachant que vous verrez qu'elles sont peu spécifiques, sauf le Kawasaki-like éventuellement. Le retour à l'école, ce qu'on peut indiquer, rassurer les parents, les professeurs et dans les collectivités. Comment est conduite à suivre devant une suspicion de cas de Covid chez l'enfant, à la fois en collectivité, mais en famille ou en consultation. Également, le problème et les conséquences indirectes. Une des conséquences indirectes du confinement et du Covid sont les chutes de vaccination habituelles avec le risque de résurgence de pathologies, pourtant évitables. Le futur, les vaccins contre le SARS-CoV-2, et puis j'ai mis à la fin, parce qu'elle devait intervenir, l'expérience justement des Kawasaki-like à Necker. Donc la physiopathologie, c'est 4 grands points qu'il faut bien retenir et bien comprendre. Ils sont là en titre, je les reprends un par un juste après. Je l'avais dit déjà dans la première partie, il y a 4 hypothèses qui sont avancées pour expliquer le pourquoi, finalement, que les enfants sont peu atteints. Donc, la première chose, c'est l'expression des récepteurs cellulaires du SARS-CoV-2 sur les cellules AC2, l'enzyme de conversion en angiotensine 2. Comme vous le savez, c'est sur cette enzyme que le SARS-CoV se fixe, il joue le rôle de récepteur. Et on sait qu'il y a moins de récepteurs, moins sur les muqueuses respiratoires de l'enfant que l'adulte. On verra l'étude de Bunyan-Lavie. Ensuite, il y a une immunité spécifique croisée qui est supposée avec les autres coronavirus. On avait vu la semaine dernière, en effet, en particulier les alphas, ceux qui donnent des rhinos, des infections tout à fait banales. Donc, on verra l'étude de Grifoni également là-dessus. Ensuite, on a l'immunité innée qui finalement devient entraînée, exagérée. On verra aussi pourquoi, et des études qui ont montré que les vaccins vivants, le BCG, le ROR, la polio, peuvent effectivement donner comme conséquence une immunité exagérée, on va y revenir, en particulier la médiation cellulaire. Également, toutes les infections concomitantes qui peuvent provoquer cette immunité entraînée. Et puis, il y a en 4e point une hypothèse avancée sur les modifications épigénétiques de l'ADN par une infection sur un patient à une immunité donc innée. C'est une réponse immunitaire exagérée, spécifique. Et là, c'est You qui a montré ça et on va y revenir. Donc, les récepteurs, pourquoi les enfants sont-ils moins touchés? On sait que les cellules du rhinopharynx et de l'oropharynx est vraiment le site de réplication primaire de ces virus. C'est l'endroit où ils se multiplient le plus activement. Et on sait, vous voyez sur le schéma un petit peu à côté, que le SARS-CoV-2 utilise donc l'enzyme AC2 comme porte d'entrée dans les cellules. Il va se comporter à ce moment-là comme un récepteur. Mais pour pénétrer dans les cellules, la protéine S, qui est la spicule, qui est présente à la surface du SARS-CoV-2, et va se fixer à la C2. Après quoi, le virus a besoin de l'aide d'enzymes comme la transmembrane sérine protéase pour infecter les cellules. Et on sait que l'expression du gène AC2 est de plus en plus faible entre les régions hautes et pulmonaires basses. Et ça, c'est l'étude de You qui l'a bien démontré.
Alors, effectivement, Bunyanavik a montré dans celle que l'expression du gène au niveau des fosses nasales est complètement supérieure chez l'adulte que chez l'enfant. Vous voyez sur ce schéma que plus on monte en âge, plus l'expression de la C2 est importante chez les adultes et au niveau des fosses nasales. Ça, c'était donc la première chose, c'était à cause des récepteurs ACE. La deuxième hypothèse, c'est l'immunité croisée avec les autres coronavirus. Je vous rappelle, c'est les coronavirus de type alpha, banal en fait. Et il y a une étude de Griffoni, j'en avais parlé la semaine dernière, qui finalement avait montré que sur des patients en rétrospectif, ils avaient, sans avoir été exposés au SARS-CoV-2, ils avaient des anticorps contre le SARS-CoV-2. Ce qui montre éventuellement le rôle d'une protection dite croisée, qui pourrait être une explication également de la moindre atteinte des enfants, puisqu'on sait qu'à cet âge-là, ils sont extrêmement fréquemment en collectivité et le plus souvent malades également que les adultes. Donc, ça pourrait être une protection de la population. On pourrait imaginer que finalement, il y a moins de 60 à 70% de patients qui devraient être immunisés. On pense que ça peut jouer un rôle pour l'avenir. Donc, troisième hypothèse, l'immunité dite entraînée. Alors, on sait aussi que les enfants sont vaccinés beaucoup dans les premières années et c'est vrai qu'en particulier le BCG, qui en plus de son effet protecteur contre la tuberculose, il y a aussi des effets collatéraux positifs, non spécifiques et qui est appelé donc l'immunité entraînée, comme d'autres vaccins vivants, comme le ROR et comme la polio buvable. Et en fait, ça induit des effets métaboliques et des changements épigénétiques. Je vais y revenir. Finalement, ça fait quoi? Ça entraîne la réponse immunitaire innée, ça la renforce à chaque infection et ça provoque une immunité entraînée avec finalement comme une éducation, un entraînement du système immunitaire à médiation cellulaire par les lymphocytes T. Et finalement, tous les vaccins vivants font ça. Donc, il y a des essais randomisés qui sont en cours pour évaluer finalement si le BCG réduit l'incidence et la gravité du Covid-19 chez les soignants. Certaines personnes mettent en doute la possibilité aussi que chez les adultes, ça pu avoir un lien puisqu'on est très, très, très loin, malgré tout, des vaccinations par le BCG qui se fait dans l'enfance. Néanmoins, l'entraînement a été fait du système inné par le BCG dans l'enfance. Ça permet d'avoir un rôle protecteur contre plusieurs infections, et en particulier dans les pays en développement. Il peut être utilisé en routine il est utilisé en routine pour traiter le cancer de la vessie en distillation vésicale. Donc finalement, ça a conduit à l'hypothèse que la vaccination par le BCG pourrait jouer un rôle dans la protection contre le Covid-19. Alors, l'agent pathogène qui arrive au niveau de la cellule, dans le mécanisme intracellulaire, on a une cascade de transduction du signal qui aboutit finalement à des modifications épigénétiques et de l'ADN condensé va devenir décondensé et finalement on va avoir une réponse immune exacerbée. C'est le mécanisme qui est avancé actuellement et ne vous affolez pas du schéma, c'est le même raisonnement. L'immunité formée va impliquer une reprogrammation épigénétique en bas à droite avec une reprogrammation au niveau du métabolisme et du gène qui finalement va donner des réponses immunitaires qui peuvent être mal orientées et qui finalement vont aggraver la maladie, vont aggraver sa progression, qui va entraîner un état d'hyperinflammatoire chronique ou alors un état de tolérance immunologique. Donc finalement, cette immunité entraînée aurait un rôle contradictoire. Le Covid-19 et l'enfance, c'est le poids de la maladie. Actuellement, 2 études montrent, Dong en Chine et Liu, pour montrer qu'ils ont 5 à 10 000 fois moins de décès, 1000 fois moins de formes graves, en particulier en réanimation, 100 fois moins d'hospitalisation, 10 fois moins de malades, jusqu'à 5 fois moins de positivité de la PCR en cas de suspicion. Et la question serait moins contagieux, le RO chez l'enfant, mal connu. Alors en fait, la transmissibilité, la contagiosité, l'hypothèse que l'on avance, c'est que l'enfant est plutôt un mauvais transmetteur. Et plus on avance dans le temps ces jours-ci, puisqu'on sait que les choses peuvent changer d'une semaine à l'autre, et plus c'est quelque chose vers lequel on se conforte. L'enfant
a une transmission extrêmement faible. L'enfant à adulte, faible également. De l'adulte à l'enfant, probablement plus importante, et en particulier en intrafamilial. En revanche, c'est vrai que pour les enfants, le risque de transmission est le plus souvent indirect par contamination des objets et des surfaces inertes, soit par le parent, par le patient ou dans les collectivités, par les adultes, les instituteurs qui finalement peuvent laisser des gouttelettes, et on a vu combien c'était le meilleur moyen de se contaminer, sur des objets, sur des surfaces, et les enfants, en particulier les plus petits, vont lécher, vont toucher et vont avoir une hygiène rigoureuse moins importante. Donc on pense que c'est plus comme ça que les enfants sont contaminés. Si on compare l'Islande, l'Allemagne, la France, les USA et la Chine, on a donc Jones, Levy, Pandawa et BQ. J'ai toutes les bibliographies que je pourrais vous faire parvenir. On remarque, et tout va dans le même sens, que même s'ils ont une PCR positive et que du reste, la charge virale ne sont pas très différente de celle de l'adulte, on voit aussi qu'il y a clairement un taux faible chez les moins de 10 ans. On voit en Islande, ils ont une très grosse cohorte. En Chine également, ils ont 2% et 2,7% aux US. Et en France, ça correspond un petit peu à ce qu'on a actuellement, 6,3%. Donc, on voit que c'est vraiment le pourcentage de positivité et dépend de l'âge. Si on compare également les pourcentages de prélèvements par rapport à l'âge, mais aussi par rapport au stade épidémique, on remarque que le taux de tests positifs PCR pour le SARS-CoV-2 pour les enfants, qui est la ligne en bleu, était toujours inférieure à celle de l'adulte, mais comme vous le voyez, elle variait quand même selon le stade épidémique. Ça, c'est les données qui sont publiées du pédiatrie infectieux de France. Ça va, je ne vais pas trop vite. Tout va bien pour tout le monde. Vous ne pouvez pas parler, mais j'espère. Tout le monde. C'est bon. Voilà. Donc, je continue. Il y a 2 cas particuliers que nous avons vécus en France, mais c'est au début de l'épidémie. Il y a eu en Haute-Savoie déjà. C'est le début de l'épidémie en France. Enfin, oui, le premier cas, c'était une personne qui avait séjourné en Chine et qui retournait en Haute-Savoie pour faire du ski et qui partageait un chalet avec 16 personnes. Il y avait un enfant parmi les 16 personnes. L'enfant avait 9 ans. Il y avait 75% qui étaient positifs et l'enfant, en tout cas, qui avait une charge élevée, égale à celle de l'adulte, qui a fréquenté 3 écoles de ski, qui avaient des co-infections par d'autres virus. Il y avait, sur ces 172 contacts, aucun enfant contaminé. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est que des dizaines de contacts scolaires ont été pris sans précaution et il n'y a eu aucune contamination. C'est Danis qui rapporte ça sur son expérience en avril. Le deuxième cas qu'il y a eu en France, c'est au lycée de Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Là, il s'agissait d'une enquête rétrospective. Début février, on a découvert 2 cas de Covid. Un enseignant est décédé. Et ils ont repris donc tous les sujets contact autour de cet enseignant. Il y a eu 41% entre lycéens, professeurs et personnels qui ont été positifs au test et 38% après 15 ans et seulement 1% des élèves étaient positifs et avaient moins de 14 ans. Il y avait 10% de séropositivité dans l'entourage familial. Il y avait un taux d'hospitalisation de 5% et l'évolution pour tout le monde a été favorable. Alors, là, c'est un document que les Pays-Bas ont publié, ou en tout cas en cours de publication, qui est assez intéressant parce qu'ils ont étudié finalement la distribution des patients qui se contaminent avec des couples patients contaminés, contamineurs. Et ils ont conclu que dans la figure que vous voyez à droite, sur 693 patients, avec l'affichage des âges du patient source et du patient qu'ils ont affecté, la transmission du virus semble se produire principalement entre les personnes du même âge et moins fréquemment entre les parents et les enfants, quel que soit l'âge. Donc, la taille de la sphère que vous voyez dans le schéma indique le nombre de paires de transmission dans la combinaison
infecteurs infectés. Donc, on voit bien que c'est dans les âges les plus élevés que les gens se sont infectés. Alors, les manifestations cliniques de l'enfant, il n'y a pas de signes spécifiques. Fièvre, toux, pharyngite, rhino, sifflement, des signes digestifs, des dysphagies, quelques éruptions cutanées non spécifiques et quelques troubles neurologiques. Ceux qui sont plus spécifiques que l'on voit chez l'adulte sont beaucoup plus rares chez les enfants de moins de 10 ans, c'est-à-dire les pneumopathies, la noccine, la gueusie, la crocyanose. Mais on peut voir certains enfants qui peuvent préciser ça, mais en général, c'est beaucoup moins fréquent. Dans les maladies Covid chez l'enfant, on a remarqué en réanimation et à Necker qu'il y a un syndrome inflammatoire majeur qui a donné des myocardies, des syndromes de Kawasaki-like, on va en reparler. Et finalement, ces caractéristiques communes, c'est des symptômes assez proches de syndromes qu'on connaît déjà chez l'adulte. Ils sont à classer dans le cadre des symptômes post-infectieux. Et même si la PCR est négative, dans ces cas-là, vous le savez sans doute, la PCR a une très mauvaise sensibilité, une très bonne spécificité. Et on sait que ça n'élimine pas la COVID-19 et qu'il faut, dans ces cas-là, ou le répéter et ou faire des sérologies en suivant. Donc finalement, ce syndrome inflammatoire majeur est un vrai signal à prendre en compte. Il y a une incidence de 1 sur 100 000 en France. Ce n'est pas le témoin d'une nouvelle flambée épidémique. Et on verra et on a vu qu'il y a des facteurs ethniques et génétiques qui jouent beaucoup sur ce système. J'ai repris une slide de Madame Amrin qui effectivement comparait, je trouvais ça intéressant de comparer finalement les formes adultes et enfants, puisqu'on voit que les enfants sont beaucoup moins atteints, 1 à 5% des cas, et que la plupart du temps, 1% au moins de 9 ans. On voit que l'adulte a 80% de formes bénignes. C'est bon. 80% ont des formes bénignes chez l'adulte, guérison en 10 jours en moyenne. On a 15% qui sont des formes sévères qui vont être hospitalisées et 5% en réanimation. Alors que si vous comparez à l'enfant, on a vraiment moins de 5% de formes sévères et on a 0,6% de formes critiques. La plupart du temps, à 90%, ce sont des formes asymptomatiques. Donc, les formes asymptomatiques sont très fréquentes. Je sais que l'assistante de Madame Anoma m'a envoyé pas mal de questions et ça faisait aussi partie de ces questions-là. Beaucoup seraient asymptomatiques ou présymptomatiques. On a 15% chez l'enfant. Et bon, j'ai laissé cet exemple sur le bateau de croisière où sur les 46% de patients testés, la plupart étaient asymptomatiques et le reste l'étaient restés. Et également dans une maison de retraite. Alors le panneau, attention parce qu'ils peuvent être également contagieux. On ne sait pas encore si les patients asymptomatiques, on suppose plutôt qu'ils sont contagieux. Allô, bonjour. Bon, en fait, il m'a dit que vous ne reçoivez plus là. Donc, je n'ai suivi que quelques secondes depuis l'image s'est arrêtée. Je n'entends plus le son. Je voudrais savoir si c'est... Ouais. Excusez-moi, je suis obligée pendant la présentation, il y a beaucoup de monde. Si vous voulez bien juste éteindre vos micros. Et monsieur, j'ai l'impression que vous aviez un problème technique. Je n'ai pas entendu qui vous étiez. Je suis désolée, ça va être enregistré. J'espère que vous allez retrouver l'image. Là, j'étais dans la manifestation. Voilà, donc on a été obligé de terminer tous les micros. Sinon, je ne peux pas continuer comme ça facilement. Donc, j'ai remis également toutes les manifestations cliniques qui correspondent aux 3 tableaux cliniques. La phase d'invasion virale, avec des signes mineurs, avec une charge virale nasopharyngée élevée de J1, J5. Et ensuite, une négativité. Alors, entre 14, voire parfois jusqu'à 4 semaines, on sait que la PCR peut être positive. La réaction inflammatoire, avec une aggravation des symptômes qui a été beaucoup vue chez l'adulte, mais également à distance avec le Kawasaki, entre J8 et J11, réaction inflammatoire. Et puis l'hyperinflammation systémique, l'orage cytokinique,
qui-là est la phase où il y a eu des cas de pneumopathie graves, d'installation quand même rapide, avec une charge virale très élevée et persistante, comme la virémie. Et l'évolution se faisait vers la défaillance polyviscérale et, pour beaucoup de cas, vous le savez, vers le décès. L'incubation chez l'enfant est beaucoup plus courte que chez l'adulte. On a 2 à 3 jours chez l'enfant jusqu'à 6 jours chez l'adulte. Et on sait qu'au départ, que ce soit adulte ou enfant, on a des signes très peu spécifiques, toux, myalgie, céphalée. Beaucoup d'enfants ont des troubles digestifs. On a la diarrhée dans 60% des cas. Et dans 40 à 50%, il n'y avait pas de fièvre. Par contre, il a été présenté beaucoup de cas de frissons. Donc, chez les enfants, des choses peu spécifiques. Et les autres signes ont été décrits plutôt dans la littérature chez l'adulte. Vous connaissez déjà. Alors, les nouveau-nés, nourrissons, enfants et femmes enceintes, j'ai aussi des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a une transmission verticale retrouvée à ce jour? Les études sont en cours. Il y a une supposition puisqu'il y a quelques rares cas d'infection chez le nouveau-né et le nourrisson. C'est des formes souvent trompeuses, digestives. On a eu un cas de détresse respiratoire chez un nouveau-né, à mettre quand même en point d'interrogation parce qu'on ne sait pas exactement à quoi était due cette détresse respiratoire. Et Yann, en Chine, a décrit sur 5 cas, il a observé 2 cas qui avaient des éruptions cutanées, voire des ulcérations faciales. Donc, on peut penser qu'il y a quelques cas, mais c'est extrêmement rare et les études sont encore en cours. Ce diaporama est daté du 18 juin. Il n'est pas impossible que les choses changent d'ici quelques jours, quelques semaines et probablement quelques mois, voire quelques années. Pour les femmes enceintes, la plupart du temps, elles font des formes qui ne sont pas différentes de si elles n'étaient pas enceintes. Elles peuvent avoir des formes aussi asymptomatiques. L'accouchement se fait souvent par césarienne, ça dépend un petit peu de l'équipe et des causes obstétricales. Et vous verrez que l'allaitement est autorisé avec le port du masque si la mère est atteinte. Et actuellement, il y a des doutes et des études qui sont faites pour savoir si on retrouve du virus dans le lait maternel. Dans les 4 cas actuellement des équipes qui cherchent à savoir s'il y a une transmission verticale, il y a eu effectivement une détection d'IgM du SARS-CoV-2 chez des nouveau-nés de mères diagnostiqués avec le Covid pendant la grossesse, qui peut nous indiquer effectivement qu'il y avait une transmission verticale. Néanmoins, les IgM chez l'enfant, même contre le SARS-CoV-2, ne sont pas complètement spécifiques à cet âge-là et les études sont en cours. Néanmoins, on a en Chine également une transmission verticale. Leurs conclusions de Zhou en Chine disent que probablement elle peut être très 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 rare. Néanmoins, on a regardé et testé 9 enfants, c'est Yunjun Chen qui a fait ça. Elles avaient les mêmes symptômes que les autres femmes atteintes et les 9 enfants testés eux-mêmes étaient complètement négatifs et ont été suivis et ont eu une bonne évolution. Néanmoins, on a Christina Penfield qui, elle, a détecté sur 11 écouvillons placentaires la présence d'ARN du SARS-CoV-2. Donc, les études sont en cours, le risque peut être réel, mais il est rare et il va falloir continuer à suivre tout ça. Les facteurs de risque d'avoir une forme grave, c'est également, on le voit là sur ce schéma en haut à gauche, on voit très bien qu'en fonction de l'âge, il y a beaucoup moins d'hospitalisation et beaucoup moins de décès, que ce soit dans les 0,19 comparé aux populations bien plus graves. On remarque de temps en temps dans les études qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes qui sont atteints. Et la plupart du temps, ils ont des comorbidités, on a vu la semaine dernière, HTA, diabète et pathologie cardiovasculaire, et l'obésité, qui est une chose qui revient également dans 2-3 cas dans ce que je vais vous présenter de Madame Toubiana. Les facteurs de risque d'avoir une forme grave chez l'enfant, il faut faire attention à quoi? Alors effectivement, les fièvres persistantes au-delà de 5 jours, un syndrome viral qui évolue depuis au-delà même d'une semaine, une saturation d'oxygène basse, l'enfant asthénique et effectivement, on voit que le facteur de risque
est différent en fonction de l'âge. Il y a peu de cas sévères chez l'enfant, mais on sait que chez les moins d'1 an, il peut y avoir des cas sévères critiques, un petit peu moins chez l'enfant de 1 à 5 ans. Et on voit bien que chez les 15-19 ans, il y a un petit peu plus aussi de cas. La moitié des cas critiques sont chez les moins de 1 an. Mais également, attention, il peut y avoir beaucoup d'autres co-infections et le diagnostic de Covid peut être fait par excès. Et il y a également d'autres facteurs de risque, comorbidité chez l'enfant, avec les enfants qui présentent des traitements immunosuppresseurs, où on sait que pour l'instant, on ne recommande pas d'arrêter leur traitement, des déficits immunitaires, des dénutritions, les cardiopathies congénitales, évidemment des affections pulmonaires préexistantes. Alors, il y a un article du docteur Walla d'Archives de pédiatrie de mai de Necker qui est sorti tout récemment et qui a fait une étude rétrospective dans une unité de soins intensifs avec 27 enfants de 1 mois à 18 ans. Et il a trouvé 19 enfants qui avaient des comorbidités, principalement neurologiques, respiratoires et des enfants drépanocytaires. 89 avaient des atteintes respiratoires. Et chez 24 d'entre eux, la PCR était positive, avec une bonne spécificité. Les 3 autres avaient une PCR négative, mais par contre, ils ont eu un scanner thoracique qui était complètement compatible avec les radios, avec les signes habituels du Covid à la radio. Et il y a eu le décès de 5 enfants. Et donc, on peut quand même dire qu'il peut effectivement, enfin, c'est la conclusion de Walla qui dit qu'effectivement, il y a quand même des cas pédiatriques rares, surtout lorsqu'ils ont des comorbidités, ce qui est un petit peu équivalent à l'adulte. Alors, en parlant de la radio pulmonaire, elle est peu spécifique. Elle peut être normale au début, mais elle peut être bien quand on n'a pas de scanner, mais également, il peut y avoir des pleurésies, des nodules, et c'est vrai que l'échographie pulmonaire également peut être un bon examen complémentaire pour le dépistage, pour le triage, pour la surveillance. Et effectivement, il peut y avoir une bonne corrélation avec le scanner. Donc, on peut faire une radio pulmonaire. Le scanner est rarement fait chez l'enfant, mais il a une spécificité de plus de 90%. Alors, les images de scanner, c'est des plages de verre dépolies, non systématisées, en particulier sous pleurale, et avec extension et transformation de ces plages en lésions de consolidation multifocale, vous voyez au fur et à mesure, avec un épaississement septal. La résolution progressive des opacités se fait en général correctement et il y a une diminution du nombre des lésions des lobes atteints. Et il y a une grosse corrélation entre l'atteinte multifocale et les opacités de consolidation, avec la sévérité de l'infection et malheureusement avec la mortalité également. Merci Madame Amarin. Pour la reprise de l'école, la quasi-totalité des enfants infectés se sont infectés au contact d'adultes. Les enfants ne sont pas le vecteur principal de l'épidémie. Les syndromes sévères sont exceptionnels chez l'enfant. Donc finalement, on s'est rendu compte que, et d'ailleurs l'école reprend lundi avec des mesures allégées chez nous en France, on s'est rendu compte que le confinement a eu des effets extrêmement délétères à plein de points de vue. Alors, en particulier, ce que je cite là, c'est la maltraitance. On a eu en France une augmentation importante des appels pour maltraitance au 119. On a eu effectivement une augmentation des accidents domestiques. On a les décrochages scolaires avec les replis, les dépressions, les phobies scolaires. Et moi, à mon cabinet, j'en ai eu pas mal, beaucoup d'enfants angoissés. Il y a effectivement le recours aux écrans de plusieurs heures par jour, avec tout ce qui est difficultés éducatives, avec les familles monoparentales, isolement, et puis les retards au diagnostic, pas seulement du Covid, les retards au diagnostic de toutes les autres pathologies présentées. Donc, finalement, en tout cas, je crois que c'est la même chose en Côte d'Ivoire, je crois au Burkina Faso aussi, vous avez repris l'école. Je pense qu'il faut remettre les enfants à l'école, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire. L'environnement socio-éducatif semble assez nécessaire à son développement. Et par contre, il faut faire toutes les précautions d'hygiène possibles pour éviter les contaminations. Mais il faut que les enfants retournent à l'école. Ici, nous, on a eu des difficultés, et je pense que dans tous les pays, la difficulté, c'était la réouverture des classes,
qui étaient peu compatibles avec la réalité de l'enfance. Et il y a eu des mesures un peu excessives de distanciation. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que sans tomber dans l'excès, je crois qu'il faut essayer de faire tant se faire que peu, une distanciation, et on le verra, les masques ne sont pas conseillés avant le primaire ou voire les adolescents, parce que c'est plus délétère finalement, et lorsqu'ils crachent ou qu'ils toussent, ils sont assez vite, les gouttelettes tombent assez vite sur le sol, donc c'est surtout beaucoup anxiogène pour les enfants. Si nécessaire, ni souhaitable et ni raisonnable. Pour ce qui s'est passé dans le reste, en tout cas autour de nous, il faut savoir qu'il y a des pays qui ont maintenu les écoles ouvertes pour les moins de 15 ans. Certaines crèches, certaines garderies, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, et qu'aucun incident sanitaire n'a été à déplorer. C'est quand même important de le remarquer. Dans une des questions que l'on m'a fait passer, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait devant un enfant où on pense que peut-être qu'il a le Covid? Alors, la prise de température pose question chez le jeune enfant. De la sensibilité, la spécificité des méthodes infrarouges ou auriculaires. On sait que la méthode à infrarouge est beaucoup moins sensible que la méthode à auriculaire. Néanmoins, pour dépister en masse, ça reste la meilleure méthode en infrarouge. Il faut donc vérifier que l'enfant a de la température par une autre méthode. Définition de la fièvre, le seuil de définition communément admis, c'est supérieur à 38. Si la fièvre est peu élevée, on vérifie. Si la fièvre est supérieure à 38, je pense qu'un examen médical s'impose dans tous les cas et on reviendra dans un algorithme un tout petit peu plus tard. La rareté observée des cas chez l'enfant, la faible transmission, laisse penser que finalement, le dépistage global et massif de tous les enfants sera peu productif. Les cas de Covid par contre 19 dans l'entourage d'un enfant, on sait que ça augmente beaucoup le risque de positivité de la PCR chez l'enfant, qu'il soit malade ou pas. Et du coup, comme il n'y a pas de tableau clinique évocateur du Covid-19 chez le jeune enfant, il faut être très vigilant. On reviendra à savoir finalement quoi faire et à quel moment faire une PCR. Les rares syndromes inflammatoires, comme le syndrome de Kawasaki dont je vais vous parler, surviennent en général à distance de l'infection. Donc, les tests ne sont pas utiles au dépistage des foyers chez les enfants. Et dans ces situations de syndrome inflammatoire, la sérologie sera certainement beaucoup plus performante que la PCR. Et comme on est actuellement en 4 semaines du déconfinement, on a une faible circulation actuellement virale. Le risque d'une maladie d'apparence commune chez l'enfant, on risque que ça soit une manifestation du Covid-19, c'est quand même extrêmement faible et ça sera plutôt une infection au profit des agents infectieux habituels. La prise en charge de l'enfant en collectivité, la démarche d'identification par PCR, si on décide de faire une PCR chez un enfant ou de ne pas la faire, ne dispense pas de rechercher toutes les autres pathologies communes. Il faut qu'on garde notre regard de clinicien. La technique d'écouvillonnage nasopharyngé est assez délicate et assez difficile à faire chez les enfants. On attend avec impatience le test de diagnostic rapide qui va être la même technique mais par la salive, parce que là, ça constitue un véritable handicap pour dépister tous les enfants en milieu communautaire. Le prélèvement salivaire serait nettement plus réalisable. La prise en charge de l'enfant malade en collectivité ou en crèche à l'école, les signes d'appel, mais un signe peut suffire, fièvre, toux fébrile, tachycardie, encore mieux, certainement plus grave, les marbrures, les signes digestifs. Si l'enfant n'est pas encore à l'école, on ne le met pas. S'il y est, on va le chercher. On demande une consultation médicale et il y a deux situations, à gauche et à droite. On a la situation où il n'y a pas de notion de Covid dans l'entourage. Donc à ce moment-là, bon, on peut identifier une pathologie commune identifiée, on ne fait pas de PCR, Covid. Il peut y avoir une pathologie infectieuse non étiquetée, on surveille et si on a un doute, on demande un PCR Covid. S'il y a une notion de cas Covid dans l'entourage, quels que soient les symptômes, on fait une PCR Covid. Ça, c'est extrêmement clair. Donc finalement, on a donné des recommandations, vous le voyez à droite, une personne qui vit
au domicile, qui est donc une personne contact, qui est asymptomatique, comme on le fait actuellement pour les personnes contacts autour d'un cas. On fait une PCR immédiatement. Et si c'est un petit peu éloigné, on fera plutôt une sérologie ou une PCR à J7. On voit bien que sans test PCR, on a des mesures d'isolement autour de 14 jours. Avec un test PCR, on isole en attente du résultat. Et là, on a 4 possibilités. Une PCR positive avec des symptômes, on isole jusqu'à la guérison avec une surveillance médicale. Une PCR positive sans symptômes, c'est la même chose. On a vu que la PCR avait une bonne spécificité. Une PCR négative avec des symptômes, on isole également jusqu'à guérison. Par contre, une PCR négative et pas de symptômes, on isole quand même parce qu'on connaît le peu de sensibilité du test PCR. Et on surveille médicalement l'apparition des symptômes. Alors là, je vous ai mis un tableau qui est un petit peu indigeste, mais globalement, c'est les méthodes d'isolement en fonction de l'entourage, de la personne contact, de la personne malade, et qui finalement tournent autour de 14 jours avec au plus tôt des sorties à 48 heures après les PCR plus ou moins symptomatiques. Globalement, l'isolement, les mesures, les modalités, ça reste, il reste dans sa chambre, toilette, salle de bain, séparées, repas pris dans la chambre avec une pièce séparée. On maintient bien sûr les mesures barrières, la distanciation sociale et le port du masque chirurgical lors des contacts avec les soignants. Et on surveille sa température et le médecin à distance va surveiller l'évolution du patient. Alors, je vous ai parlé des conséquences indirectes du Covid-19 sur le monde en général, mais en tout cas pour l'enfant en particulier, ça a eu des conséquences indirectes. C'est-à-dire qu'on a remarqué dans cette période-là, et vous le voyez sur les schémas à droite, le pentavac et l'hexavalent ont chuté, c'est-à-dire que les enfants n'ont plus été vaccinés. On a eu moins 67% de l'anti-papillomavirus. On a quand même 23% de baisse dans les vaccinations chez les nourrissons de penta hexavalent, vous le voyez. Le plus important, c'est le papillomavirus, qui est une chute la plus spectaculaire. Et on a quand même aussi dans le ROR, et moins 50%, quand on sait qu'on est actuellement dans une période de recrudescence de la rougeole. Il y a une campagne à l'heure actuelle qui est en train justement de ressortir pour bien rappeler qu'il faut absolument vacciner les enfants, et on le verra, le Covid n'est en aucun lieu une contre-indication aux vaccinations classiques du calendrier vaccinal de l'enfant. C'est une des conséquences du confinement. Il n'y a aucune contre-indication aux vaccinations habituelles. La pandémie ne contre-indique aucune vaccination. On l'a vu, l'hypothèse même suggère un rôle protecteur. Du coup, tout le monde va vouloir faire le BCG, chose qui n'est plus faite de façon systématique, obligatoire, en tout cas en France. Et le fait d'avoir contracté la maladie, d'avoir une PCR ou une sérologie positive ne contre-indique pas non plus la vaccination. Il faut juste attendre la fin aiguë de la maladie, finalement, comme toutes les maladies infectieuses. Et par contre, toute diminution des couvertures vaccinales va entraîner une augmentation de cas, épidémie, hospitalisation, décès, résurgence de la rougeole, de la coqueluche, des infections graves à hémophilus et également à méningocoque et à pneumocoque. Alors, le BCG, oui, c'est ça. Oui. Le BCG, jusqu'à ce que les essais soient terminés, il y a 4 raisons au moins de ne pas modifier les recommandations habituelles et actuelles du BCG. D'abord, l'approvisionnement en France est déjà en tension et son utilisation excessive pourrait mettre en péril finalement la protection des enfants contre la tuberculose dans les zones à haut risque. L'efficacité du BCG sur la COVID-19 n'est pas démontrée et tous les articles actuellement là-dessus montrent qu'il n'y a pas encore de preuves suffisantes. Il est peu aussi probable qu'un BCG, comme je vous le disais tout à l'heure, administré durant l'enfance, puisse continuer à jouer un rôle sur l'immunité entraînée à l'âge adulte. Ça, c'est en Israël. L'étude a été faite en Israël. Et en tout cas, ce BCG fait dans l'enfance ne peut en aucun cas améliorer le pronostic des infections de SARS-CoV-2 à l'âge adulte. C'est ce qu'a montré Amiel. Et une surveillance de la sécurité lors des essais est nécessaire pour éliminer la possibilité finalement d'une exacerbation du Covid-19 chez une minorité de patients due à l'augmentation de l'immunité induite par le BCG, la fameuse immunité entraînée,
par finalement exagération de la réponse immunitaire. Alors, en fait, le 13 mai 2020, il est sorti en France à l'Académie de médecine une augmentation des couvertures vaccinales contre la grippe pour l'automne prochain, pour éviter, parce que l'absence de vaccin contre le SARS-CoV-2 ne veut pas faire oublier qu'il y a la grippe, et je vais en parler après parce que ça a été le sujet d'une question. Et finalement, on a des incertitudes sur la survenue d'une deuxième vague de l'épidémie et sur l'ampleur de la prochaine grippe saisonnière, qui finalement nous fait envisager un scénario catastrophique. Donc finalement, si on devait avoir en concomitant les deux pics épidémies en même temps. Donc on conseille vraiment de systématiser la vaccination contre la grippe à l'automne prochain, quand on a des vaccins à proximité utilisables. Le vaccin contre le SARS-CoV-2. Il y a actuellement plus de 100 études et vaccins qui sont en développement. Certains ont déjà commencé. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura rien avant 2 ans, fin 2021, voire 2022. Et surtout avant qu'un ou plusieurs vaccins soient sûrs et efficaces, disponibles en quantité suffisante pour être administrés à la population générale ou aux patients qui risquent de faire des complications, puisqu'on a vu qu'il y avait des immunités croisées, donc on pourrait peut-être ne pas être amené à vacciner tout le monde. Les cibles antigéniques, c'est les spicules de la surface du coronavirus, la protéine S ou Spike. On a vu que c'est là où finalement le virus s'attache aux récepteurs. C'est évidemment les clés qui leur ouvrent la porte des cellules. Ces protéines sont bien connues des systèmes immunitaires humains qui réagissent en induisant des lymphocytes B producteurs d'anticorps et des lymphocytes T killers, détruire les cellules infectées. Ces antigènes vaccinaux vont donc se retrouver dans tous les candidats vaccins, vaccins atténués, inactivés, portés par des vecteurs viraux, voire codés par leur ARN. Alors, sur les modèles animaux, on voit que la protection contre le SARS-CoV-1 était corrélée avec le taux d'anticorps neutralisants dirigés contre la protéine S. Mais actuellement, il est impossible, voire difficile, d'induire seulement des anticorps neutralisants. Or, les anticorps se fixent au virus sans pour autant les neutraliser. Donc, ça pourrait même être néfaste. Donc, en fait, on a un biais de recherche sur le rapport entre les anticorps neutralisants et les non-neutralisants. Et ce rapport de force, cette recherche, cette piste est essentielle. On a aussi certaines études chez l'animal qui ont montré que la protection contre le SARS-CoV-2 pouvait aussi être atteinte par des vaccins induisant essentiellement des lymphocytes tueurs. Et il est probable que ces vaccins agissent essentiellement contre les complications. Tout ça, c'est à vérifier. Le Covid-19 est encore mal connu, on le sait, on le vit. Sa sévérité provient clairement des réponses immunitaires inappropriées, excessives, inadéquates. Un des risques possibles de la vaccination est d'induire des anticorps capables de se fixer, mais ne bloquant pas leur capacité. Et ça a été observé pour le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV. Donc, les études de vaccination classiques vont consister à vérifier qu'ils sont bien tolérés pendant des semaines avant de les mettre sur le marché. Surtout qu'il faut une production de masse rapide, à prix abordable, avec une technologie complexe. Il faut construire des usines et l'urgence Covid-19 pousse les sociétés à commencer la production de masse de leurs candidats vaccins avant même de savoir s'il sera efficace et bien toléré. Donc, quand peut-on espérer, à mon avis, pas avant 18 à 24 mois. Quand je dis mon avis, c'est aussi toutes les lectures que j'ai faites. On m'a demandé une question, c'était la comparaison entre la grippe et le Covid-19. Donc, j'ai interverti j'ai fait cette slide pour montrer un petit peu les similitudes et puis les différences. Donc, c'est vrai qu'on a des tableaux cliniques qui peuvent être similaires, avec des syndromes respiratoires qui peuvent être similaires, voire plus graves, bien sûr, pour le Covid-19. On a des symptomatologies variées de la même façon, même si on sait qu'on a des formes plus graves chez le Covid-19. On a la même forme de transmission par contact, manuportée, enfin tout ce qu'on a déjà vu. On a une incubation qui est plus courte
pour la grippe par rapport au Covid-19 qui est plutôt de 6 jours. On a une contagiosité moyenne à 1 à peu près de 1 pour la grippe. On sait qu'il était de 2,5 et on sait qu'il a une assez forte contagiosité. Néanmoins, comme on l'a vu dans la précédente présentation, ce taux de reproduction a tendance à diminuer un petit peu avec les jours actuellement, avec l'effet des connaissances. Pour la grippe, c'est surtout les enfants qui sont transmetteurs. Et on vient de voir que pour le Covid-19, on voit que c'est plutôt les adultes qui sont transmetteurs. Les populations à risque sont les mêmes, sauf que pour le Covid-19, l'enfant, la femme enceinte est moins atteinte. On a une mortalité brute de 3 à 4% qui dépend beaucoup des soins pour le Covid-19, sachant que ce chiffre est rapporté à la population tout entière et que la mortalité est inférieure à 0,1 pour la grippe. Et le taux de létalité, je vous ai remis en bas la différence, est de 2% pour le Covid-19 et un taux de létalité de 0,2 pour la grippe, sachant que le taux de létalité, c'est exclusivement lié à l'atteinte, aux personnes atteintes par la maladie considérée. Voilà, donc j'en étais à encourager quand vous pouvez avoir les vaccins de la grippe pour l'an prochain. J'essaie de retrouver la slide où j'en étais. Voilà, donc en fait, je comparais, je réponds à une des questions que m'a posé l'assistante du professeur Anoma concernant les différences entre la grippe et le Covid-19. Donc, c'est la slide où j'étais. Alors, j'en arrive il en reste quelques-unes encore sur les particularités pour le traitement pour les enfants. Il y a eu quelques questions, effectivement. Moi, je continue dans cette idée. Voilà. Je vous remercie pour éteindre vos micros. J'étais obligée d'éteindre les micros de mon côté parce que sinon j'entends des échos et je vous entends parler. Je reprends donc le traitement du Covid-19 au niveau des enfants. Comme pour l'adulte, le niveau de preuve actuel ne permet pas de recommander de façon formelle les traitements antiviraux chez l'enfant. Dans une des questions qu'on m'a posées, je réponds donc que effectivement, le traitement symptomatique seul reste recommandé en première intention et notamment dans les formes peu sévères et, comme on l'a vu, majoritaires chez l'enfant. Néanmoins, et cela comme pour les adultes, les médicaments concernés n'ont pas forcément l'AMM actuellement pour cette indication. Cependant, dans l'éventualité d'utiliser des antiviraux comme le liponavir ou le ritonavir, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine ont déjà été utilisés chez les enfants en pédiatrie avec un profil de tolérance qui était comparable à l'adulte, dans l'éventualité où on décide de l'utiliser. Des traitements spécifiques qui peuvent s'adresser aux enfants Covid-19 positifs avec une PCR positive, qui ont une pneumonie et qui peuvent avoir des anomalies bilatérales à l'imagerie et avec un problème d'oxygénoréquérance qui peut être défini comme des besoins en oxygène supérieurs à 4 ml par kilo par minute. On a un peu extrapolé à partir des valeurs recommandées chez l'adulte. Et chez l'enfant ventilé, avec des critères de détresse respiratoire aiguë, avec une fraction d'injection, une fraction d'O2 supérieure à 40%, afin de maintenir une O2 supérieure à 80. Parmi les éléments à prendre en compte, qui est très important pour une éventuelle prescription d'antivirale, au-delà de la gravité clinique, il faut savoir qu'on doit regarder la vitesse d'évolution des symptômes. Une aggravation rapide peut être liée à une augmentation rapide de la charge virale. On doit regarder le délai entre le délai par rapport aux premiers symptômes, car une mise en route tardive a moins de chances d'être efficace. On doit aussi regarder l'existence ou non d'altération de l'état pulmonaire au préalable, ou alors d'un autre facteur de risque que l'on a vu, même si on connaît moins bien les facteurs de risque ou morbidité chez les enfants. Néanmoins, avant toute prescription d'un traitement antiviral spécifique,
On privilégie au maximum l'inclusion dans un essai clinique pour les patients Covid-19 éligibles. On garde à l'esprit que pour l'instant, le traitement de référence, c'est le traitement symptomatique. On s'assure que le patient ou ses proches bénéficient d'une information claire et loyale du traitement que l'on va instituer. On confirme que l'indication de traitement a été retenue de façon collégiale. Et pour rappel, bien sûr, il est essentiel de signaler tout effet indésirable ou suspecté d'être. Le traitement chez l'enfant, point d'interrogation. Il y a le remdesivir, le Kaletra, l'hydroxychloroquine, point d'interrogation. Comme vous le savez, il est très controversé et l'OMS a arrêté la semaine dernière toutes ces études qui montraient qu'il n'avait pas d'effet sur la mortalité. La chloroquine également très controversée. Il y a aussi, l'OMS a publié la semaine dernière des résultats qui sont assez prometteurs avec la dexabétasone chez les enfants, qui aurait amélioré la mortalité. C'est encore en cours de publication. Et également, il y a des études, comme vous le savez, avec l'azithromycine en association. Pour l'instant, vous avez vu le titre, c'est traitement point d'interrogation. On n'a pas assez de recul sur ces antiviraux et sur leur efficacité. Alors, pourquoi certaines populations sont moins touchées que d'autres? Il y a plusieurs raisons qui peuvent apparaître. Ou il y a une sous-déclaration de cas et des décès. Est-ce que ça dépend de la densité de la population? Est-ce que ça dépend des faibles ou forts mouvements de population? On a remarqué, il a été publié dernièrement, que la majorité des contaminations interpays s'est faite évidemment par la voie de l'avion, en fait, par les mouvements par avion. On ne peut pas vraiment, on sait qu'il y a la pyramide des âges est beaucoup plus jeune. Est-ce qu'il y a moins de comorbidité? Est-ce que les mesures barrières sont mieux appréhendées dans un pays plus qu'un autre, avec des vécus comme le vécu d'Ebola? L'effet hydroxychloroquine, azithromycine, point d'interrogation. Est-ce que l'effet du palu en prévention par la quinine diminuerait le nombre de cas? On en a parlé, l'effet du BCG, malgré le fait qu'on sait que parfois dans certaines populations, moins de 50% de la population bénéficie de cette vaccination et dès la naissance. Est-ce que c'est une influence du groupe sanguin? Le groupe O est moins infecté, le groupe A serait plus infecté. Est-ce que c'est le polymorphisme génétique avec des actions sur l'expression de l'ACE2? Ou est-ce que c'est tout simplement, ou disons plus spécifiquement, le polymorphisme de l'ACE2 avec un SP19P prédominant en Afrique qui diminuerait l'affinité des ACE2 pour le virus, et le cas 20R prédominant plutôt en Europe, lui, augmenterait l'affinité. Tout ça, c'est à suivre, on ne le sait pas encore précisément. J'ai gardé cette slide aussi, même si je n'ai pas complètement fini, parce que finalement, comparer les caractéristiques des flambées entre pays, c'est quand même assez compliqué, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux facteurs de confusion. D'abord, on n'est pas toutes dans les mêmes phases de la pathologie, de la pandémie. Donc, on a les différentes phases de la flambée. On a l'âge moyen, globalement, on est tous à peu près d'accord. Enfin, en tout cas, on sait que ça touche à peu près les personnes les plus âgées, les jeunes adultes, mais c'est quelque chose qui diffère un tout petit peu. La gestion de la pandémie avec les différents systèmes de santé des différents pays. Le nombre de tests administrés, on sait que dans certains pays comme l'Allemagne en particulier, ils ont testé un maximum de la population. Et par exemple, chez nous, on en teste, j'ai envie de vous dire, un minimum. Je crois qu'on en arrive depuis la fin du confinement à 183 000 tests, ce qui est très peu. Il était prévu d'en faire 700 000 ou 500 000 par semaine. Est-ce que c'est les définitions de décès liés au Covid avec effectivement la sous-déclaration? Donc, l'expérience à Necker, le docteur Toubiana s'excuse, elle devait être présente en visio, là, et donc on a réalisé cette présentation sous sa validation, et du coup, elle reste tout à fait prête à répondre à toutes vos questions. Vous pourrez nous les donner et je lui ferai parvenir. Voilà, elle devait être avec nous et elle a été retenue. Donc, elle a géré les maladies de Kawasaki atypiques à Necker entre le 27 avril et le 7 mai.
Donc, la maladie de Kawasaki, je vous rappelle, c'est une vascularité aiguë multisystémique, dont la forme typique est une fièvre au moins 5 jours avec plus ou moins au moins 4 critères, les 5 critères majeurs, et en particulier une anomégalie supérieure à 1,5 cm, atteinte des extrémités. Vous voyez une conjonctivite bilatérale aseptique, une chiléite, vous voyez les photos, et un rash cutané. Donc, en faveur, il y a des critères mineurs que vous voyez, irritabilité, desquamation, avec réactivation du BCG, des arthralgies, des vomissements, otite séreuse, syndrome inflammatoire et leucocyturie aseptique. Et puis, il y a toutes les complications qui ont été vues justement, complications séreuses, les myocardites, les syndromes de choc et les atteintes au niveau des coronaires. La population, donc 27 avril, 11 mai, pardon, pas le 7, avec des critères de Kawasaki. La plupart des enfants et adolescents avaient moins de 18 ans. Ils avaient reçu tous un test PCR de Mérieux, de biomérieux, et également une sérologie à Bodford Laboratory. Ils avaient eu pour la plupart quelques cas de dilatation coronaire avec un Z-score inférieur à 2,5 et quelques cas d'anévrisme. On verra que les anévrismes ont été, les atteintes coronaires ont été plutôt chez les grands enfants, ce qui est contraire dans la maladie de Kawasaki classique, on va dire, ou typique. La réponse au traitement par immunoglobuline a été, vous verrez dans le schéma plus loin, assez bien supporté. Il y a eu quelques cas de résistance qui sont définis par une température qui reste élevée après 36 heures et un petit peu avant 7 jours après la première injection. La population en moyenne avait donc 57% de filles et le reste de garçons avec une moyenne d'âge autour de 7 à 9 ans. La spécificité, c'est que les parents provenaient d'Afrique subsaharienne ou des Antilles pour 59% de la population. Pour 11 cas, 52%, le tableau était complet avec une température supérieure à 4 jours et plus de 4 critères principaux. 81% avaient une conjonctivite bilatérale, 76% avaient un rash cutané. Il y avait des atteintes labiales et buccales pour 76% également, avec des adénopathies cervicales avec 57%. Il y avait une modification des extrémités seulement pour 48%. Les manifestations associées, j'attire votre attention sur le fait que 100% des enfants avaient des manifestations digestives. 19% avaient des desquamations faciales ou périnéales et 10% avaient des cas d'arthralgie. Il y avait beaucoup d'irritabilité, des manifestations neurologiques et 16 cas, 76% de myocardite, avec un épanchement au niveau des séreuses dans 12 cas et une fraction d'éjection systolique du ventricule gauche diminuée dans 42 cas. Le lien avec le Covid, point d'interrogation, c'est quand même la grande question. Pour 38% d'entre eux, la PCR était positive, mais 90% d'entre eux avaient une sérologie positive. Peu d'enfants avaient une symptomatologie virale évidente dans ces cas-là. Alors, le traitement, comme vous le voyez, ils ont reçu des immunoglobulines intraveineuses. Pour 5 d'entre eux qui ont eu une résistance, il a fallu refaire une deuxième perfusion d'immunoglobulines. 10 d'entre eux, donc 48%, ont eu des corticoïdes par voie générale. Puis ensuite, la plupart d'entre eux, les 21 patients, ont eu de l'aspirine. Il y a eu sur des chocs initiaux un ajout d'antibiotiques pour 18 cas. Pour 24%, l'évolution et les complications. 24% des enfants ont eu effectivement une fièvre persistante à plus de 36 heures. Et donc, ont été considérés comme résistants de ceux auxquels on a fait une deuxième perfusion. Le nombre de jours d'hospitalisation a été en moyenne de 8 jours, qui est un petit peu plus élevé que pour les personnes et les enfants qui ont été hospitalisés pour des problèmes pulmonaires. En moyenne, c'était 5-6 jours. L'hospitalisation en réanimation a été de 17 jours. Il a été pour 17 enfants, pardon, 81%, avec un remplissage vasculaire pour 11 patients. 15 patients ont bénéficié d'amine vasopressive et 11 enfants ont nécessité une ventilation assistée.
Il n'y a pas eu de décès et on a observé 5 cas d'atteinte coronaire avec une dilatation coronaire. Donc finalement, cette expérience, donc en 4 semaines, il y a une incidence 13 fois plus que d'habitude à Necker, si on compare avec les années précédentes. Et on peut affirmer avec la publication de cet article qui a été publié, que les populations potentiellement à risque de développer finalement Kawasaki atypique inflammatoire, syndrome inflammatoire, sont les populations Afrique subsaharienne et Antilles. On a observé que quelques enfants, si on regarde la littérature, avaient également une comorbidité en termes de surpoids. C'est l'étude en Angleterre. On n'a pas retrouvé ça en France. Il faut regarder effectivement les sujets contact Covid qui peuvent potentiellement être à risque. Il faut savoir reconnaître les signes digestifs, comme on a vu, c'était sur 100%. Les manifestations cutanées, qui sont, vous l'avez vu sur les photos, assez quand même spécifiques et caractéristiques. La défaillance cardiaque, clairement. Et si on a une exposition au SARS-CoV-2 qui est établie, c'est vrai que dans ces cas-là, on fait le test par PCR et la sérologie. C'est quand même un syndrome qui est rare, mais qui est très proche du Kawasaki classique et qui a, dans la majorité des cas, très bien répondu au traitement, sans décès. Néanmoins, attention aux dilatations coronaires, comme dans tous les Kawasaki. Voilà l'expérience qui était aussi une des questions au niveau de la Côte d'Ivoire du professeur Anoma. Actuellement, voilà ce qu'on considère. Seuls les sujets aujourd'hui sont considérés comme immunisés. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas exactement le seuil d'immunité, on ne connaît pas la durée de l'immunité et on ne sait pas s'ils sont réellement protecteurs. Mais on sait qu'on les considère comme immunisés si on a un test PCR positif ou un scanner typique avec une guérison ou des signes cliniques au contact d'une personne qui avait testé positive et effectivement une sérologie IgM et IgG positive. Vous vous souvenez, vous avez vu dans la précédente présentation que les IgM et les IgG démarraient un petit peu en décalé et que pour répondre à une question à quel moment vaut-il mieux faire la PCR, on est entre le 7e jour jusqu'à parfois 4 semaines, la PCR peut s'avérer être positive très longtemps. En conclusion, j'espère que vous êtes tous encore avec moi. En conclusion, l'épidémie est bien présente, la pandémie même, mais les enfants sont peu touchés. Le risque de forme grave pédiatrique est quand même limité, on l'a vu ensemble. La transmission materno-fétale semble limitée, mais vous avez vu que plusieurs équipes font des études sur ce point de vue-là, sur cette piste-là, et que le risque néonatal également est limité. Le rôle des enfants dans la transmission de la maladie par des formes aussi symptomatiques, voire asymptomatiques, n'est pas majeur. Le faible taux d'immunisation de la population générale, actuellement à mi-avril en France, on est à peu près au même niveau, on était un peu à 5, on est à 6% mi-avril. Donc ça va nous exposer à quoi? À tout le reste de la population, une nouvelle poussée de l'épidémie si les mesures de distanciation ne sont pas respectées. Et encore plus, on l'a vu à l'automne prochain, en cas de co-infection avec la grippe. La priorité est aussi, la protection des soignants, c'est-à-dire nous tous, et des personnes âgées et vulnérables. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible ou si j'ai oublié de répondre à une question ou d'autres questions qui pourraient arriver dès maintenant. Alors, je peux reprendre, si vous voulez, peut-être, parce que ça va induire d'autres questions, n'hésitez pas. Les questions qui m'ont été posées par le professeur Anoma, enfin, les collègues de Anoma, il y en a certaines où on a déjà répondu, d'accord, mais ça peut être aidé. Donc, on m'avait posé la question, est-ce que la femme enceinte affectée peut-elle bénéficier d'un traitement symptomatique contre la COVID-19?
pas plus que les autres, juste traitement symptomatique en fonction des signes qu'elle présente, il n'y a rien d'autre de spécifique. Existe-t-il une transmission materno-fœtale? C'est à l'étude, une transmission verticale, d'accord, on peut l'imaginer, mais on n'en est pas sûr, c'est très rare. Juste, donc préciser, pas de traitement et pas de chloroquine chez la femme enceinte, donc on ne fait rien de particulier. Moi, je lis, mais si vous avez des questions, vous m'interrompez. Hein. C'était juste pour… Oui, c'est bon. En fait, le son n'est pas très bon, mais bon, on vous entend quand même. Oh. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai répondu à pas mal de questions qui m'avaient été posées justement. Oui, alors la plupart des questions, il me semble, ont été prises en compte dans la présentation. Il y a une question qui me vient personnellement, comme ça, après la présentation. C'est que, en fin de compte, vu que les signes ne sont pas du tout spécifiques, on aimerait savoir dans votre expérience personnelle, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à demander un test devant un enfant qui vient, par exemple, pour une fièvre, une toux, qui sont les signes classiques d'une grippe banale. Alors, voilà, c'est une préoccupation pour nous. Oui, je comprends et je comprends très très bien et c'est notre préoccupation aussi. Alors, moi au cabinet, si vous voulez, pour l'instant, je n'ai pas fait faire un test à un enfant. Aucun. Aucun. J'ai une pression parentale, voilà, parce qu'on a des pressions par les collectivités aussi qui demandent à ce qu'on fasse un certificat de non-contagion. Donc moi, j'en ai pas fait faire. Jusqu'à preuve du contraire, on a une période où on a énormément d'entérovirus actuellement. Et donc, pour moi, j'ai gardé l'idée que toutes les fièvres ou tout signe, effectivement, n'est pas le Covid a priori. Et si j'ai des doutes, c'est surtout sur des fièvres peut-être sur des fièvres un peu plus longues. Et surtout, je demande systématiquement s'il y a eu un cas de Covid. Alors, je répète, ce que je disais, c'est que devant tous ces signes effectivement non spécifiques et qui sont très courants, je ne demande absolument pas systématiquement. Par contre, s'il y a eu un cas Covid dans la famille, je peux être amenée à demander une PCR, sachant que, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça fait assez mal et que je recule un petit peu, mais je peux être amenée à demander une PCR chez un enfant qui a ces troubles-là, si il y a dans sa famille un cas Covid dans son entourage. Et c'est effectivement les recommandations que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a très peu de cas chez les enfants et qu'il ne faut pas passer à côté d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Ok, merci. Moi, j'ai juste deux questions. Au niveau de la diapositive 39, il y a un algorithme où je pense que vous avez évoqué la question de la prise en charge en isolement, où il y a une situation où on a les symptômes, mais la PCR revient négative. Est-ce qu'il vous est arrivé en fait de la PCR? Et deuxièmement, ma deuxième question, c'est quel est le délai moyen de survenue du syndrome inflammatoire majeur? Alors, en général, il est à distance. Dans les cas qu'il y a eu, c'était à distance autour de 15 jours après le début des signes, 21 même. À distance. Donc, ça, c'est une chose. Dans le cas de la PCR négative, c'était… Alors, attendez, on a cherché gentiment pour moi la fameuse… C'est dans l'algorithme de la… Voilà. Vous pouvez répéter, vous disiez dans la PCR négative et pas de symptômes, c'est ça? 39. Oui, c'est ça. Et c'était dans… Oui, il y a une situation où les symptômes sont présents, la PCR est négative, il est gardé en isolement. Oui, parce que la sensibilité est tellement mauvaise qu'on considère qu'on est juste passé à côté du Covid et que jusqu'à preuve du contraire, on peut faire… Mais dans ce cas, vous répétez la PCR. Oui, mais dans ce cas, vous répétez la PCR au bout de combien de temps? Parce que vous avez dit jusqu'à disparition des symptômes. Alors, l'algorithme. Oui, dans l'algorithme, jusqu'à disparition des symptômes. Après, ça dépend un peu de chaque particulier. À partir du moment où il n'y a plus de symptômes, au bout de 14 jours, je ne refais pas une PCR. Par contre, je suis amenée à faire une sérologie en fonction, en fonction du cas.
et aussi pour pouvoir savoir que la personne est immunisée, qui nous permet aussi, et en particulier pour les personnels médicaux, de savoir qu'il est au moins immunisé pour quelques mois. En tout cas, on l'espère. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Docteur. Oui, voilà. Moi, j'ai une question. Étant donné que le virus, le SARS-CoV-2, utilise les mêmes récepteurs que l'enzyme de conversion, notamment les acides de type 2, est-ce que ça veut dire que les inhibiteurs de l'angiotensine 2 pourraient avoir un rôle en termes de prévention ou bien en termes de traitement de la COVID-19? Tout à fait. Je vous remercie de votre remarque. Tout à fait. C'est une des pistes thérapeutiques actuellement. Ça en fait partie chez l'adulte, en tout cas, pour l'instant. Dernièrement, l'OMS a justement, alors je n'en ai pas parlé parce que je ne pouvais pas non plus mettre 150 slides, je pense que je me serais fait tuer, mais l'OMS a proposé et a répertorié hier dans une publication toutes les pistes thérapeutiques actuellement. Et effectivement, bien sûr, l'inhibiteur d'enzyme de conversion est une piste thérapeutique, alors non pas en prévention, mais alors pourquoi pas en prévention d'ailleurs, mais en tout cas est une piste thérapeutique chez les adultes. Oui, tout à fait. D'autres pistes thérapeutiques, voilà, il y a d'autres pistes thérapeutiques là qui m'échappent là comme ça, mais il y a d'autres types, dont les associations un antibiotique, un antiviral. Il y a effectivement tout ce qui tourne autour du BCG. Enfin, il y a énormément de pistes thérapeutiques. Pardon, je l'arrive. BCG, c'est en prophylaxie. Pas en thérapeutique, non, pardon, tout à fait, pas le BCG. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, bonjour. Oui, bonjour, merci bien pour la présentation. Je vous appelle de Madagascar. Je travaille dans un service de pédiatrie. Bon, pour le moment, on a plus la psychose dans le personnel que des cas dans les lits d'hospitalisation. D'accord. Alors que sur le plan de la prévention, pour le moment, nous, on est assez limité sur les matériels de prévention. Donc, ce qu'on a fait pour le moment, c'est que dans le service, dans les cas suspects, on a mis des blouses, mais des blouses en tissu pour le personnel et aussi les masques en tissu. Alors, ma question, selon vos l'expérience et la littérature, est-ce que ça protège quand même bon, c'est l'éternelle question des masques, hein, mais bon, je profite de l'occasion. Est-ce que ça protège quand même les masques pour les personnels qui pourront avoir eu de cas positifs, en tout cas dans notre service? Moi, je pense que ça va vous protéger. Merci. Je vous en prie. Ça va vous protéger dans la… Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir voir la présentation de la semaine dernière, où effectivement, on précise un petit peu les types de masques et les protections des gouttelettes, des grosses gouttelettes, des micro-gouttelettes. Je pense qu'il y a les mesures d'hygiène dans vos structures avec l'aération de vos pièces. Non, je n'ai pas eu l'occasion. Sur la chaîne YouTube de la chaîne de l'Espoir. On vous renverra, on a noté, on va vous renvoyer le lien pour que vous puissiez voir la présentation, on va dire, générale, où justement l'idée de la pelouse, le masque, on a vu qu'effectivement ce sont quand même les adultes, pas nos enfants, d'une part, et le masque en tissu, voire le masque chirurgical évidemment mieux, et en dehors des gestes particulièrement un peu invasifs, où il faut un masque FFP2 qui est beaucoup plus protecteur et qui garde en fait protecteur pour les autres et qui a un filtre. Donc oui, c'est mieux que rien, comme toujours. Néanmoins, ça ne dispense pas des mesures d'hygiène de base avec l'aération, le lavage des mains, quand vous mettez la blouse, quand vous enlevez la blouse, quand vous sortez à l'hôpital, enfin, tout est bien expliqué effectivement.
la meilleure des protections, ça reste tout ce qui est mesures d'hygiène, mais à l'hôpital, oui, le port des masques pour le personnel soignant est important. Les masques en tissu doivent être bien positionnés, lavés régulièrement, maximum 4 heures, sachant que les masques chirurgicaux sont quand même un petit peu mieux que le masque en tissu. Mais merci beaucoup. Oui, alors je vais me faire prendre, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on l'a porté, il faut le laver. Il faut laver et changer. Toutes les 4 heures, 4-6 heures maximum. Ça se porte 4 heures. Je vais le laver pendant 4 heures. Ça se porte 4 heures okay. Maximum. Ensuite, il faut le laver, il faut en prendre à nouveau. Ok, ça marche. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que je ne pense pas avoir été aussi clair que ça quand même. Il y a bien des... C'est un grand sujet. Une question de Côte d'Ivoire. Oui. Oui, c'est concernant l'étude récente du Royaume-Uni qui dit que la corticothérapie réduirait le risque de mortalité dans les formes graves. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça a été c'est tout récent, hein. C'est l'OMS qui le précise. Je l'ai lu hier, donc je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais si vous me donnez vos coordonnées, je vous enverrai la publication, parce que ce n'est pas encore publié. Vous pouvez l'envoyer sur le mail de professeur Amama? Bien sûr, pas de souci. D'accord. Comme ça, elle vous transmettra. Merci. Je vous en prie. Mais là, actuellement, c'est l'OMS qui l'a annoncé hier ou avant-hier, en fait. Voilà. En fait, voilà, c'est un anti-inflammatoire. C'est un peu normal qu'il y ait une action, hein. D'ailleurs, je profite pour vous dire que les ORL qui ont reçu énormément d'enfants au départ, voire même des adultes qui avaient de l'anosmie aguesi, les recommandations étaient bien ils l'ont bien dit, hein, pour les pathologies ORL, même chez l'enfant, les corticoïdes étaient tout à fait en traitement court, pouvaient se donner et étaient indiqués. Dans les formes, vas-y, hein, le docteur Amra va vous répondre là-dessus. Oui, au sujet des corticostéroïdes, il faut prendre ces premiers résultats avec la dexaméthasone avec précaution parce que, par exemple, pour les cas graves de réanimation chez l'adulte, l'hydrocortisone, les méthylphénate d'hydrocortisone, donné aux doses habituelles de l'adulte en cas de gros syndrome inflammatoire, n'ont absolument entraîné aucune amélioration. Alors, pourquoi est-ce que la dexaméthasone entraîne une amélioration et pas l'hydrocortisone? Il va falloir voir un petit peu ça. Peut-être une question de dose, de disponibilité, je ne sais pas. Et c'est bien évidemment en intraveineux, hein, pas féroce. La dexaméthasone. D'accord, merci. Est-ce que vous avez vu des cas actuellement en pédiatrie, les uns et les autres, et vous suspectez des cas? Est-ce que vous avez une situation qui a pu se passer où vous avez hésité, pas fait le test, fait le test? Est-ce que vous aviez bien la notion effectivement de faire le test quand il y a un cas dans l'entourage? C'est quelque chose de très important, en particulier dans l'entourage familial. On a vu que dans toutes les pathologies, que ce soit le MERS, le COVID-1, même la grippe et le COVID-19, la transmission intrafamiliale est quand même souvent ce qui est le plus souvent commun. Est-ce que vous avez vu des cas? Ici, à l'hôpital Mère-Enfant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, toutes les suspicions que nous avons eues, les prélèvements sont revenus négatifs.
la PCR est toujours devenue négative. Je crois que nous avons eu une dizaine de prélèvements à peu près, ou juste un peu moins de 10 chez les enfants que nous avions suspectés. En général, parce qu'il y avait une notion de contage, donc un cas familial ou alors contact avec des personnes revenues de zones à haut risque au début. Et donc, toutes les fois où nous avons appelé l'équipe pour faire les prélèvements, mais la PCR était revenue négative. Donc, en fait, après, vous faites une surveillance clinique de l'enfant dans les jours qui suivent et les semaines qui suivent? Pardon? Est-ce que vous faites dans ces cas-là une surveillance de l'enfant dans les jours et semaines qui suivent et les enfants, l'évolution a été satisfaisante? Oui, alors, ces enfants, bon, certains ont été hospitalisés, ceux qui ont été traités à domicile, pardon, quand on les a revus par la suite, bon, les suites ont été simples, il n'y a pas eu de complications particulières. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu de PCR positif sur tous vos prélèvements? Ici, à l'hôpital mère-enfant, on n'a pas eu de PCR positif chez les enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, peut-être pour moi, ici à Madagascar, en Tananarivo, moi je travaille dans un hôpital semi-privé. C'est-à-dire, ce n'est pas totalement public, moitié de clientèle publique, moitié privée. Alors, l'expérience qu'on a eue il y a 3 semaines, c'est qu'on a eu une maman qui a emmené son enfant de 2 mois pour bronchiolite sévère. Et au bout de… En fait, on ne savait pas qu'avant d'amener son enfant, elle s'est fait faire un test. Donc, au 6e jour d'hospitalisation, c'est là qu'on nous apprend que la dame, elle était positive. Mais le bébé était âgé de 1 mois et demi, mais le bébé n'était pas positif. Du coup, on a fermé le service, on a testé tout le monde parce que nous, donc, ici, on tourne, l'équipe de garde tourne à peu près tous les 6 jours et tout le monde a réanimé ce bébé, était en contact avec cette dame. Bon, on a déjà mis en place les mesures barrières, donc heureusement, on a fait les PCR prélèvement nasal, hein, mais heureusement, tout le monde a été négatif, tout le personnel négatif. Mais par contre, cette dame, mais nous, donc, ici à Tana, pour le moment, dans notre hôpital, on n'est pas encore dans un centre de traitement. On est juste un centre on dépiste et on envoie dans les centres de traitement. Mais donc, dans mon service, pour le moment, donc, on a des suspicions, 1 ou 2 cas qu'on isole, mais jusqu'à présent, PCR toujours négatif de l'enfant et de l'entourage proche. Mais dans d'autres hôpitaux, on a quand même dans les hôpitaux publics pédiatriques, on commence à voir des cas, des dizaines de cas dans chaque service de forme positive. Mais évidemment, alors, ce qui se passe actuellement ici chez nous, c'est que les gens ne viennent plus à l'hôpital que si la situation est vraiment grave. Hein. L'hôpital est déserté. C'est pour ça que je parlais de psychose un petit peu tout à l'heure. Mais là, l'hôpital est vraiment désert. Et c'est vraiment dommage parce que donc on va rater toutes les pathologies pédiatriques habituelles. En tout cas, c'est un partage d'expérience, mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, alors qu'on est en pleine période de bronchiolite en ce moment. D'accord, oui, donc effectivement, c'est ce qui peut risquer de nous arriver. Mais nous, effectivement, nous ici aussi, il y a eu la chose, hein. Il n'y avait plus personne aux urgences pédiatriques. Moi, j'avais plus personne à mon cabinet, plus peu de gens. Et par contre, depuis que les patients reviennent au cabinet, et je vois que c'est un sujet aussi qui est important, c'est la psychologie. Les enfants sont angoissés, les enfants ne dorment pas bien, ils sont inquiets, ils ont vu leurs parents inquiets ou ils ont connu ça, et il y a effectivement des phobies scolaires. Moi, j'ai eu un enfant qui dort la nuit, très mal au ventre. Enfin, il y a des décompensations psychologiques chez l'enfant qui ne sont pas des moindres non plus. Hein. D'adultes aussi, hein, mais chez l'enfant aussi. Mais oui, c'est certain. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages comme ça qui seraient
Oui. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Voilà, docteur Traoré du CHU de Tengandogo à Ouagadougou, Burkina Faso. Oui, enchanté. Voilà, donc ici, pour notre expérience, nous avons eu au total 12 enfants testés positifs, donc dans tout le pays. Donc 2 ont été hospitalisés. Bon, deux frères, le papa et la maman étaient contaminés. Alors, la particularité d'un des enfants, c'est qu'il était totalement asymptomatique. Mais on a fait des contrôles jusqu'à 5 fois, il est toujours positif, jusqu'à ce qu'il sorte, qu'on décide de le sortir. Donc, 3 semaines après le premier test, il était toujours positif. Oui. Donc, nous, la PCR, avec la PCR, bien sûr. Oui. Voilà. Ensuite, on a eu le cas aussi d'un nourrisson de 7 semaines. Le nourrisson de 7 semaines, c'était quand même une particularité parce que c'était un cas suspect. Alors, oui, 7 semaines. Oui, un nourrisson de 7 semaines, oui. Donc, l'enfant était avec son grand-père qui a été testé positif, alors que le grand-père jouait tout le monde avec l'enfant. La grand-mère aussi qui a été testée positive. Ensuite, la maman également testée positive qui allaitait l'enfant, mais on a fait 2 tests. L'enfant là est négatif à PCR. Oui. Donc, cette expérience que j'avais à partager. Mais quand même, on veut comprendre, bon, pour l'autre là, totalement asymptomatique. La PCR testé positive après 5 fois, mais tous les autres membres de la famille sont revenus négatifs. Oui, c'est très fréquent. Hein. Sur un schéma qui n'est pas remonté cette fois, mais que vous trouverez dans la première présentation, on voit bien qu'il y a jusqu'à 4 à 5 semaines, mais en général, en moyenne 4 semaines, la PCR peut être positive. Après, je pense qu'il faut arrêter de faire. Ça reste peut-être un geste un peu invasif pour l'enfant, mais c'est très, très classique, asymptomatique. Avec une PCR positive, on en a énormément. Après, la question, c'est à quel moment on sait qu'ils peuvent être contaminants, mais bon, l'enfant est peu contamineur. Donc, voilà, lui, il était asymptomatique, positif. Comme il y a une très bonne spécificité du test, il était réellement positif. Et sur le schéma que vous verrez de la précédente, on voit bien que la PCR peut rester très, très longtemps positive. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas qu'il y a une charge virale élevée, ou ça ne veut pas dire qu'il y a une charge virale élevée, mais voilà, le virus n'est peut-être pas actif. Mais c'est intéressant. Et il avait des signes, le petit bébé de 7 semaines? Ah, pardon, je n'ai pas entendu la question. Le petit bébé de 7 semaines avec ses grands-parents et sa maman, il avait des signes particuliers? Non, il n'avait pas de signes particuliers, totalement asymptomatique. Totalement asymptomatique. Le bébé est resté avec la maman à la maison. Et la PCR Ils ont reçu un enfant. Ça vaut quand même le coup, cet enfant, de le revoir. Ça vaut le coup de cet enfant de le revoir quand même régulièrement. Oui, effectivement, il est suivi régulièrement. Voilà. Bon, jusque-là. Merci. Éventuellement, de peut-être faire une autre séance. Ce qui va être important dans les semaines à venir, comme souvent, vous savez combien les choses évoluent très, très vite. Donc, ce que je vous propose, et vous disposerez, comme dit la phrase, mais je vous propose ou de faire un topo pour les questions que vous auriez à poser, des cas cliniques que vous auriez, comme un staff médical tous ensemble avec toutes nos connaissances, d'une part, et d'autre part, également une mise à niveau pour suivre l'actualité, pouvoir suivre tout ce qui se passe dans les semaines à venir, d'essayer d'avoir un rendez-vous peut-être régulier afin de pouvoir actualiser auprès de vous et ensemble toute la bibliographie et toute l'évolution de la pandémie. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des choses qui sortent hier, il y a des présentations qui ont été faites il y a 15 jours
par un professeur que j'ai regardé, tout était déjà de fin avril. Tout est complètement, il faut actualiser à la semaine près les données pour vraiment être proche des connaissances. Donc, il y a une bibliothèque qui est assez importante, qui s'enrichit de semaine en semaine. Moi, je vous propose d'essayer de garder une espèce de fréquence, de se tenir au courant. Et moi, je vous livre, avec aussi Catherine Andra, au niveau de l'enfant, je vous livre tout ce qu'il peut sortir, les questionnements. Voilà, je vous propose ça, je pense que c'est pas mal. Et vous pourrez poser des questions, on pourra échanger des cas. Je vous raconterai mes cas et puis je vous raconterai, on voit ensemble l'actualisation de ce qui se passe en Chine, l'actualisation des études en cours, l'actualisation des traitements. Et comme ça, on réfléchit et tout ce que donne l'OMS et ça nous permet d'être tous ensemble plus proches, même si on est loin et qu'on ne se connaît pas. Mais je crois qu'ici, il y en a beaucoup qui vous connaissent, mais bon, voilà, moi non. Est-ce que ça vous convient, une autre séance? On peut prévoir une autre séance en termes de peut-être questions-réponses et ou actualisation des nouvelles au niveau de l'enfant. Oui. Pour nous, ça marche. Ça vous va? Je pense que ça peut être oui, pour le Burkina aussi. Bien sûr, pour le Burkina. Bien sûr. Pareil pour nous. Oui, si ça vous intéresse, l'idée me vient là. Je trouve ça intéressant de rester en contact et de discuter ensemble. Après, vous pouvez m'envoyer en avance des questions, des cas. Vous voyez, on peut discuter, mais on peut avoir une partie question de cas et une autre partie actualisation des données, évolution avec le temps. Tous. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. En 2 semaines. 2 semaines.